Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les récits du crime, une affaire qui a glacé le sang de toute une région, une histoire terrible où la banalité d'un vol dérisoire bascule dans l'horreur la plus totale. Nous sommes en Lorraine, au cœur de l'automne 2003, et nous allons nous pencher sur le meurtre sauvage de Gérard Villain, quincaillier à Fleuranges, pour une recette de 37,25 €. Oui, vous avez bien entendu, 37,25 €. Une somme ridicule face à la violence inouïe, 22 coups de couteau. Ce soir, une histoire glaçante, une de celles qui vous marquent à jamais. L'histoire de Gérard Villain, un homme sans histoire, et de la spirale infernale qui a conduit un jeune paumé à commettre l'irréparable. Fleuranges, Moselle. Une de ces villes de l'Est marquée par le déclin de la sidérurgie, mais où la vie continue, avec ses commerces de proximité, ses habitudes. Au numéro 14 de la rue de la République, il y a la quincaillerie Villain & Fils, une institution. Le genre de boutique où l'on trouve de tout, des clous à la peinture, en passant par le dernier joint de robinet qui vous manque. À sa tête, Gérard Villain, 58 ans, un homme décrit par tous comme affable, travailleur, toujours prêt à rendre service, le conseil en plus, la moustache poivre et sel, la blouse grise souvent tachée de cambouis ou de peinture. Gérard, c'est une figure du quartier. Il a repris l'affaire de son père et tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie. Il vit seul, un peu plus haut, au-dessus de sa boutique. Sa femme l'a quitté il y a quelques années et ses 2 enfants sont grands, partis faire leur vie ailleurs. Alors, la quincaillerie, c'est un peu toute sa vie. Ce mardi 18 novembre 2003, la journée commence comme toutes les autres pour Gérard. Levé à l'aube, un café vite avalé et à 7h30 précise, le rideau métallique de la boutique grince, signe que la journée peut commencer. Les premiers clients, des artisans surtout, puis les habitués, les retraités qui viennent chercher une bricole, échanger quelques mots. Une journée ordinaire dans le froid humide de novembre. Mais ce soir-là, le rideau de fer ne se baissera pas à l'heure habituelle. Et c'est là, vous allez voir, que tout bascule. Mercredi 19 novembre, 8h du matin. Madame Pernet, une voisine qui a ses habitudes, vient chercher un pot de peinture. Elle trouve la porte de la quincaillerie entr'ouverte. Bizarre. Gérard est un homme méticuleux, ponctuel. Elle appelle « Monsieur Villain ?»« Youhou, Monsieur Villain ?» Pas de réponse. Un silence lourd, pesant. Elle pousse la porte. La boutique est sombre. Elle avance de quelques pas. « Monsieur Villain, vous êtes là ?» Et puis, elle le voit. Derrière le comptoir, dans une mare de sang, l'horreur. Gérard Villain gît là, sans vie. La pauvre femme ressort en hurlant, alertant le voisinage. Les gendarmes de la brigade de Thionville arrivent rapidement sur les lieux, bientôt rejoints par les hommes de la police judiciaire de Metz. Le spectacle est insoutenable. Le corps de Gérard Villain porte les stigmates d'une violence inouïe. Les premières constatations sont terribles. La caisse enregistreuse est ouverte, vide, le fond de caisse a disparu. Pas grand-chose, quelques dizaines d'euros, tout au plus. Le légiste, lui, est formel. La mort remonte à la veille au soir, probablement entre 19h et 20h. Et la cause du décès ne fait aucun doute, de multiples plaies par arme blanche. 22 pour être précis, 22 coups de couteau, pour une somme dérisoire. L'autopsie confirmera plus tard cet acharnement, des plaies au thorax, à l'abdomen, au visage même. Des plaies de défense aussi, sur les bras, les mains. Gérard Villain s'est battu, il a tenté de se défendre contre son agresseur. Vous imaginez la scène? Ce commerçant tranquille, sans doute surpris à la fermeture, face à un individu déterminé, armé. Une lutte désespérée. Alors, qui pouvait en vouloir à ce point à Gérard Villain? Un homme sans histoire, sans ennemi connu. Les enquêteurs sont perplexes. Le vol semble être le mobile, mais la violence est disproportionnée. Pourquoi un tel déchaînement de haine pour quelques pièces? On est loin du cambriolage classique, qui tourne mal. Là, il y a quelque chose d'autre. Une rage, une fureur. Les enquêteurs commencent leur travail minutieux, ils épluchent la vie de Gérard Villain, ses comptes en banque, rien d'anormal. Ses relations, pas de dettes, pas de maîtresse cachée, pas de conflit récent, un homme lisse, sans aspérité, le genre de victime qui ne colle pas avec un tel crime. On interroge le voisinage, les clients, certains se souviennent avoir vu un jeune homme, un peu louche, traîner dans le quartier la veille au soir. Une description vague, la vingtaine, blouson foncé, l'air un peu paumé, rien de très concret. Les techniciens de l'identité judiciaire passent la boutique au peigne fin. Ils cherchent le moindre indice, une empreinte, un cheveu, une trace ADN, mais l'agresseur semble avoir été prudent, ou alors chanceux, ou les deux. L'arme du crime? Introuvable. Probablement un couteau de cuisine ou un opinel, quelque chose de courant. Les jours passent, la pression monte.
Les médias locaux s'emparent de l'affaire. Le mystère de la quincaillerie sanglante. À Florange, c'est la consternation et aussi un peu la peur. Si on peut tuer un brave homme comme Gérard Villain pour une poignée d'euros, alors plus personne n'est à l'abri. Les enquêteurs explorent toutes les pistes. Celle du rôdeur, du toxicomane en manque. Florange, comme beaucoup de villes de la vallée de la Fensch, n'est pas épargnée par le fléau de la drogue. Un drogué en crise, capable de tout pour sa dose? C'est une hypothèse. Mais 22 coups de couteau, ça signe souvent autre chose qu'un simple vol pour se payer sa came. Ça signe une panique ou une rencontre qui a mal tourné, une reconnaissance. Et puis, un détail. Un tout petit détail va mettre les enquêteurs sur une voie, un témoignage, celui d'un cafetier du quartier. Le soir du meurtre, vers 20h30, un jeune homme est entré dans son bar, le Café des Sports, rue Nationale, à quelques centaines de mètres de la quincaillerie. Il était agité, nerveux. Il a commandé une bière, payée avec des pièces et des petits billets froissés. Il avait, selon le cafetier, une petite coupure à la main, comme s'il s'était blessé. Il a aussi demandé s'il y avait un bus pour Ucange tard le soir. Le cafetier n'y a pas prêté plus attention sur le moment, mais avec le meurtre, ça lui est revenu. Il donne une description qui correspond à celle du jeune homme vu rôdant près de la quincaillerie, et il se souvient même de son prénom, ou du moins d'un surnom. Je crois qu'on l'appelle Kéké. Kéké. Les enquêteurs tirent le fil, ils recoupent avec leurs fichiers. Les kékés connus des services de police dans le secteur, il n'y en a pas des dizaines. Et un nom finit par sortir. Kevin Schmidt, 21 ans. Un jeune homme qui vit à Ucange, une commune voisine. Un parcours déjà chaotique, petit trafic de shit, quelques vols à l'arraché, des condamnations avec sursis, le profil type du petit délinquant à la dérive, et surtout, il correspond à la description. Discrètement, les enquêteurs se renseignent sur Kevin Schmidt. Il vit chez sa mère dans un petit appartement de la cité SNCF d'Ucange. Il ne travaille pas, traîne beaucoup. Et il est connu pour avoir des problèmes d'argent, souvent à la recherche de quelques euros pour s'acheter du cannabis, parfois un peu d'héroïne. Le piège se referme. Le 25 novembre, une semaine après le meurtre, à 6h du matin, les hommes de la PJ défoncent la porte de l'appartement de la famille Schmidt. Kevin est interpellé dans son lit sans opposer de résistance. Sa mère est en pleurs. Elle ne comprend pas. On perquisitionne sa chambre. Et là, caché sous son matelas, les enquêteurs trouvent une paire de baskets avec de minuscules traces brunâtres qui pourraient être du sang. Et dans une poche de son blouson, celui qu'il portait le soir du drame selon sa mère, une somme d'argent en pièces, 37,25 €. Exactement la somme qui manquait dans la caisse de Gérard Villain. C'est plus qu'une coïncidence. Placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Metz, Kevin Schmidt commence par nier en bloc. Il ne connaît pas Florange, il n'est jamais allé dans cette quincaillerie, il ne sait pas de quoi on parle, il a passé la soirée chez un copain. Un copain qui, vérification faite, ne confirmera pas son alibi. Les enquêteurs le cuisinent, ils lui présentent les éléments. Le témoignage du cafetier, les baskets, l'argent. Kevin commence à se contredire, à bafouiller, il est acculé. Et puis après des heures d'interrogatoire, il craque, en larmes. Oui, c'est lui, il raconte. Ce soir-là, il était en manque, il n'avait plus un rond, il fallait qu'il trouve de l'argent, n'importe comment. Il a traîné du côté de Florange, cherchant une cible facile, il a repéré la quincaillerie, il a attendu la fermeture, il est entré juste au moment où Monsieur Villain s'apprêtait à baisser le rideau, il avait un couteau sur lui pour se défendre au cas où. Il a menacé le quincaillier, exigé la caisse. Alors voilà. Kevin Schmidt explique que Gérard Villain a d'abord obtempéré, ouvert sa caisse. Il y avait très peu d'argent. C'est là que les choses auraient dégénéré. Selon Kevin, le quincaillier aurait tenté de le maîtriser, de lui prendre son couteau. Il aurait crié. Kevin dit avoir paniqué, il a frappé une fois, deux fois, puis il ne s'est plus contrôlé, une sorte de frénésie meurtrière, il a frappé encore et encore, sans même compter les coups. Une explosion de violence aveugle. Puis il a ramassé les quelques pièces et billets qui traînaient et il s'est enfui, laissant Gérard Villain pour mort. Les 37,25 €. Le mobile sordide d'un crime effroyable. Le jeune homme est mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort, puis requalifié en homicide volontaire aggravé par le vol. Il est écroué à la maison d'arrêt de Mesqueleu. L'arme du crime? Il dit l'avoir jetée dans la Moselle en rentrant chez lui. Elle ne sera jamais retrouvée. Les traces sur ses baskets, c'est bien le sang de Gérard Villain. L'affaire est bouclée. Pour les enquêteurs, le compte est bon. Le procès de Kevin Schmidt s'ouvre en juin 2005 devant la cour d'assises de la Moselle. Dans le box, Kevin, tête basse, semble écrasé par le poids de son acte. Face à lui, les enfants de Gérard Villain, dignes dans leur douleur.
Kevin Schmidt réitère ses aveux. Il pleure, demande pardon. Il explique son geste par la panique, la drogue, sa vie de misère. Mais pour l'avocat général, la panique n'explique pas les 22 coups de couteau. Il y a eu un acharnement, une volonté de tuer. Il requiert une peine sévère. La défense plaide le coup de folie, le jeune homme paumé qui n'a jamais eu sa chance, l'engrenage infernal de la drogue et de la précarité. Après plusieurs heures de délibéré, le verdict tombe. Kevin Schmidt est reconnu coupable de meurtre aggravé. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des 2/3, une peine lourde à la mesure de la sauvagerie du crime. Cette affaire, c'est celle d'un drame de la misère sociale et humaine. D'un côté, un commerçant honnête, apprécié, sauvagement assassiné pour une somme dérisoire. De l'autre, un jeune homme à la dérive, broyé par un système qui commet l'irréparable pour quelques euros, anéantissant plusieurs vies, y compris la sienne. 37,25 €. Le prix d'une vie dans la France du début du XXIe siècle. Une histoire terrible qui nous rappelle que la violence la plus extrême peut surgir de la plus banale des convoitises et que derrière chaque fait divers, il y a des destins brisés et des plaies qui ne se referment jamais vraiment. Voilà pour cette histoire, une de plus qui vient s'ajouter aux annales du crime. Merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle affaire dans Récits du crime. D'ici là, soyez prudents.